Bonjour tout le monde. Ici, l'usine à merveille, les carnets de l'atelier, les créateurs qui parlent, co-créateurs. Si vous débarquez sur cette chaîne, moi c'est Sébastien, je suis plus connu sous le nom de Le Turc, je suis photographe et réalisateur. Et moi c'est Laura. L'usine à merveille, les carnets de l'atelier, c'est une chaîne qui parle de création, mais toutes disciplines confondues. Et en fait, on parle de ce qui se passe ici en tant que création et on vous donne toute notre expérience, nos conseils pour mieux créer et mieux vivre de la création, tout simplement. Il est vrai qu'aujourd'hui, le French bashing a un petit peu le vent en poupe, y compris de la part des Français. Mais il est parfois difficile d'avoir du recul sur ses propres qualités. Vous êtes très français, en fin de compte. Et je crois justement que d'être très critique envers nous-mêmes, en fait, c'est ça notre principale qualité en tant que Français, ce qui fait qu'on est toujours très exigeant envers nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a fait un top 8. Et non pas un top 10, parce qu'en fait, on est Français et on fait rien comme tout le monde. Et c'est un top 8 des endroits où on domine le game en termes de création. Et oui, parce qu'il est parfois assez difficile de connaître nos propres qualités, parce qu'on est tellement dedans qu'on a du mal parfois à imaginer qu'en fait, la France, dans certains domaines artistiques, elle est vraiment très forte. Elle a eu un rayonnement mondial. Évidemment, comment ne pas parler de la French Touch ? Et oui, c'est le plus grand rayonnement français de ces dernières années. Daft Punk, Air, Cassius, Étienne de Crécy, Justice, Mister Oiseau, Vitalik, Madeon, Phoenix, DJ Mehdi, Laurent Garnier, Headbanger, bref. Vous savez tous que la French Touch a touché l'international. Pour résumer, c'est la rencontre entre de la house américaine, de la funk, du disco et une sensibilité française très graphique et conceptuelle. C'est une créativité globale. Ces artistes, ils se créent des personnages, un univers entier, ils misent beaucoup sur le visuel. Ça va être évidemment le casque des Daft Punk et leur personnage tout bleu, le fait qu'il reste d'ailleurs très longtemps caché, mais aussi le fameux personnage de Mister Oiseau, l'ultra-violence de Romain Gavras, les animations de Jonas et François, la joie de vivre de Breakbot. C'est ultra pop, c'est coloré avec des clips de fou, avec Michel Gondry, Spike Jonze, etc., etc. C'est incroyable. D'où ça vient ? C'est un mouvement qui s'est créé à partir des contenus des années 80-90, avec toutes les influences musicales américaines qui arrivaient à Paris. Avec un peu de temps et l'effervescence parisienne, ça a donné des mélanges, des interactions, et tout est devenu un espèce de grand laboratoire entre graphisme, mode, cinéma, concept, musique, etc. Quelques chiffres pour se rendre compte. Par exemple, Daft Punk a remporté 6 Grammy Awards. Moon Safari d'Air s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et le terme French Touch est devenu un label international. Encore aujourd'hui, des artistes du monde entier se réclament de ce son à la française, une fusion parfaite entre romantisme et machine, et c'est peut-être ce qui explique son succès mondial, cette capacité à unir le son, le style, le mystère, à la manière d'une marque de luxe. Allez, tant qu'on parle de musique, on continue, mais on va faire un bond en arrière. On est au XVIIIe siècle et l'Allemagne invente la rigueur symphonique. L'Italie règne, elle, sur l'opéra. Mais pendant ce temps-là, la France trace sa propre voie, une musique plus poétique, plus sensuelle, où chaque note semble insuffler, à l'instar de notre bouffe et notre art de vivre, une sorte d'esprit français qui est assez difficile à décrire, mais qui existe bel et bien. Alors on va ratisser large, de Rameau, compositeur baroque, à Debussy, moderne, en passant par Fauré, Ravel, Satie. La musique française, elle se distingue par ce que les étrangers appellent eux-mêmes un je ne sais quoi. On a un style musical déjà depuis XVIIe jusqu'au XVIIIe. Mozart en parle de cette école à la française. On le caractérise souvent par un goût, du raffinement et de la clarté. Là où les compositeurs germaniques bâtissent des cathédrales sonores, les Français peignent des atmosphères. La ligne mélodique, la couleur, l'ambiance, l'évocation poétique priment sur la démonstration technique. Et ainsi, on peut tracer une sorte de ligne stylistique entre Couperin, Debussy
et Ravel. Tous séparés par des décennies, mais avec ce style commun. Alors qu'est-ce qui fait la singularité ? Pour les non-connaisseurs, on pourrait dire que la musique française a toujours cherché à parler plutôt qu'à imposer. Elle préfère la suggestion à l'excès, et le terme parler n'est pas excessif étant donné que Rameau, compositeur baroque, a contribué à inventer la grammaire harmonique qu'on utilise encore aujourd'hui. Une grammaire harmonique, d'une stabilité et d'une subtilité incroyable. Un compositeur comme Debussy, pour moi, n'a pas d'égal dans le monde. Vous le connaissez au moins pour ça. Et lui, ce langage, il va le faire évoluer pour le dissoudre dans la musique dite modale, pour créer des paysages sonores, inédits, comme les impressionnistes vont faire avec la peinture. Debussy, c'est un impressionniste musical, on peut dire ça. Et on peut dire que cet impressionnisme musical va trouver son apogée avec Ravel, mon chouchou, qui lui transforme l'orchestre en palette de peintres. Car oui, le travail de l'orchestre, c'est vraiment un truc très français, notamment avec Berlioz, le romantique échevelé par excellence. Il va refuser la rigueur germanique, il va inventer une orchestration poétique, narrative, presque hallucinée. Il ouvre la voie à l'idée française que la musique raconte des images et des rêves, pas seulement des formes et des concepts. Son traité d'orchestration va influencer plus tard tout le monde, de Ravel à Mahler. Et là, vous vous dites, Seb, il est mignon avec son patriotisme artistique, mais il est tout seul à s'exciter. Eh bien non, je vous assure que cette musique française a eu un impact immense à l'étranger. Debussy et Ravel ont profondément influencé toute la musique du XXe. Les compositeurs américains comme Gershwin, Copland ou même japonais s'en réclament. Les anglo-saxons eux-mêmes parlent d'école française du timbre. Aujourd'hui encore, le Clair de Lune ou le Boléro restent parmi les œuvres classiques les plus diffusées dans le monde. Jerry Goldsmith, le compositeur à qui on doit la BO de Alien, parle lui-même d'une phase de Debussy dans son évolution personnelle. Et pour quelques chiffres concrets, Clair de Lune de Debussy, ça dépasse les 800 millions d'écoutes sur Spotify en 2025. Le Boléro de Ravel est joué toutes les 10 minutes dans le monde selon la SACEM. En 2022, la France comptait plus de 150 orchestres et ensembles classiques. C'est un record européen. Le Conservatoire de Paris, fondé en 1795, reste l'un des plus anciens et prestigieux du monde. Quelques œuvres clés pour s'initier à l'élégance française, et là je vous donne mes préférés. Concerto en sol majeur, l'Adagio AC de Maurice Ravel, Debussy, Prélude de l'après-midi d'un faune, Forêt, Pavane, Berlioz, La Marche au supplice et Rameau, L'air cruel, Mère des amours, Couperin, Les barricades mystérieuses, la version piano, Les pleurs de Monsieur de Sainte-Colombe et le film Tous les matins du monde de Alain Corneau. La science-fiction française. Aujourd'hui, quand on pense science-fiction, on pense immédiatement à Hollywood. Faut le reconnaître, Hollywood, c'est une machine incroyable. J'en suis la première fan. Une machine à produire et surtout une machine à recycler. Et oui, ça recycle des idées, des imaginaires, et parmi ces imaginaires, il y en a un qu'on oublie souvent, c'est la science-fiction française. Car bien avant tous les blockbusters d'aujourd'hui, la France a inventé des mondes, des concepts et une façon très particulière de penser le futur. Une science-fiction plus visuelle que technologique, plus philosophique que spectaculaire, de Jules Verne à la bande dessinée, de Métal Hurlant au 5e élément, l'imaginaire français a nourri le cinéma mondial. Et ça, souvent grâce à des auteurs ou des éditeurs solitaires qui ont cru au pouvoir de la science-fiction à une époque où elle était assez peu prise au sérieux. La SF française naît très tôt avec Jules Verne, qui ne raconte pas le futur comme une dystopie, mais comme un terrain d'exploration avec la science, les voyages, des inventions, des curiosités. De Verne à la SF du XXe siècle, le genre sert à questionner le progrès, l'humain, la société et pas seulement à divertir. Dans les années 70, la France, elle devient un foyer mondial de la science-fiction visuelle avec la bande dessinée. C'est le magazine Métal Hurlant qui va révolutionner l'imaginaire SF, des mondes baroques, de la violence, de la sexualité, de l'humour noir, des architectures délirantes. Des auteurs comme Mobius, Druillet, Bilal inventent une SF graphique qui influencera durablement le cinéma mondial. La team Métal Hurlant, c'est pas compliqué, elle a influencé le monde entier. Cette SF française est lyrique directement Hollywood, avec Alien, Blade Runner, Star Wars et surtout le 5e élément, qui synthétise cette tradition visuelle française. L'univers baroque, foisonnant, coloré doit beaucoup à la BD-SF française et à des sagas comme La caste des métabarons par exemple. La spécificité française, c'est une science-fiction d'auteur, comme à peu près tout ce qu'on fait.
c'est inventif, elle est libre. C'est une SF qui préfère les idées, les mondes, les formes aux gadgets. Toujours cette sensibilité qui est là. Une tradition discrète mais structurante qui a façonné l'imaginaire mondial. Oui, rien que ça. Et petite annonce, Sébastien sort bientôt sa BD. C'est un petit rêve qui pour lui devient réalité, donc on a hâte de vous livrer ça. La nouvelle vague, le courant français qui a changé le cinéma mondial. Et oui, je suis obligé d'en parler. Si notre cinéma est connu à l'étranger, c'est évidemment pour la nouvelle vague. C'est, sans discussion possible, le courant ciné français le plus influent au monde. Pour les non-cinéphiles, je vous explique en 2-3 mots ce que c'est. À la fin des années 50, une génération de jeunes cinéphiles français, Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Éric Rohmer, Jacques Rivette et François Truffaut, que Spielberg d'ailleurs admirait, si bien d'ailleurs qu'on peut le voir en tant qu'acteur dans Rencontre du troisième type. Il voulait absolument Truffaut parce qu'il l'admirait. Tout ce petit monde décide de casser les règles du cinéma classique. Le cinéma devient plus léger, personnel, vivant, il se libère. La nouvelle vague affirme une idée radicale. Un film peut être fait avec peu de moyens, mais avec une vraie vision. Et le réalisateur devient un auteur, véritablement. On tourne donc en caméra épaule, on sort des studios, on va dans des décors réels, des décors du quotidien, des gens sans grandiloquence, des gens de tous les jours. Paris, des cafés, des appartements, des trottoirs. Le réel devient le décor d'une fiction. Le montage est souvent discontinu, avec des faux raccords assumés, des ellipses brutales, des jump cuts. La narration est du coup un peu fragmentée. On est en gros plus proche de la vie, du réel, enfin en tout cas c'est ce qui est recherché. C'est une vision, on va dire, naturaliste. Le jeu est même improvisé, souvent. Bref, c'est l'idée qui est au centre, la vision de l'auteur. Et cette vision, en fait, elle va avoir un impact colossal. Car de l'autre côté de l'Atlantique, Hollywood cherche à se renouveler à la fin des années 60 et notamment avec des productions plus resserrées, plus impactantes et des réals comme Martin Scorsese, comme Coppola, comme Spielberg, plus tard Tarantino. En fait, ils revendiquent tous, à des degrés divers, l'héritage de cette nouvelle vague et ils vont en fait s'approprier ce langage ciné pour fonder ce qu'on va appeler plus tard communément le nouvel Hollywood, qui est ni plus ni moins en fait le cinéma qui a fait les années 80 et 90. Et bien sûr, au-delà de la nouvelle vague, aujourd'hui encore, le cinéma français continue d'avoir une influence considérable à l'étranger. Chaque année, c'est près de 40% des entrées des films français qui se font hors de France. Nos films sont distribués dans plus de 200 territoires et en fait, il y a peu de pays hors Hollywood qui peuvent en dire autant. Et l'influence du cinéma, en fait, elle se fait pas simplement sur des chiffres, elle se joue aussi sur le ton, sur une manière très particulière de raconter des histoires. Prenez cliché, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ce film, c'est devenu un phénomène mondial avec plus de 30 millions d'entrées dans le monde. Et ce qui est frappant, c'est que même les Américains, en fait, ils nous envient ce genre de film. Et en fait, Hollywood a du mal à produire ce type d'œuvre, en fait, des films populaires, visuellement forts, profondément romanesques, sans cynisme, sans ironie excessive, et encore une fois, avec l'auteur au centre. Et toujours ce je ne sais quoi français, qui serait un mélange de poésie, de douceur, de mélancolie, de nostalgie, une spécificité qui reste difficilement reproductible ailleurs. C'est une réflexion que je m'étais fait en regardant d'ailleurs La forme de l'eau, qui s'inspire, il faut le dire, très très fort de l'esthétique de Jeunet. Et non, en fait, je trouve qu'il manque ce truc-là, dont la France est seule capable de produire. Pour citer quelques succès internationaux, évidemment, Intouchable, succès planétaire. C'est l'un des films non anglophones les plus vus au monde, avec des remakes, en fait, un peu partout. Preuve que le modèle, même émotionnel français, il fonctionne. La vie d'Adèle, évidemment, Palme d'Or, c'est un choc international. Le cinéma français impose ici une radicalité émotionnelle que peu d'industries osent. Il y a Lucie, que j'aime pas particulièrement, mais qui est devenu un blockbuster mondial avec plus de 450 millions de dollars au box-office, qui est pas rien, c'est une rareté, même hors Hollywood. The Artist, évidemment, film muet, en noir et blanc, arrivé aux Oscars, démonstration, encore une fois, éclatante que la France peut influencer Hollywood sur son propre terrain. On termine, dernier exemple, Persepolis, film d'animation adulte, politique, universel. La preuve que la France excelle là où Hollywood, parfois, hésite encore. L'art pictural français. Oui, c'est un peu facile de parler de la peinture française, mais en même temps, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Parce que pendant plus d'un siècle, de 1830 à 1940, la France et surtout Paris a littéralement été le centre du monde artistique. Pas un acteur important, non, le centre.
À ce moment-là, si tu voulais compter dans l'art, tu venais à Paris. Point. Ça commence évidemment bien avant, mais tout commence vraiment avec les impressionnistes. C'est vrai, à l'époque, Claude Monet, Renoir, Degas ou Pissarro ne sont pas vus comme des génies, mais comme des peintres ratés. Ils sont refusés par les salons officiels, moqués par la critique, accusés de peindre trop vite, trop flou, trop mal. Il y a même un critique qui va parler d'impression pour se foutre d'eux, et en fait le mot est resté, c'est absolument ironique. Mais ce qu'ils font, c'est pourtant radical. Ils sortent de l'atelier, ils peignent la lumière et le mouvement, ils peignent l'instant. Ils ne cherchent plus à représenter le monde comme une photo parfaite, avec une technique parfaite, mais comme un regard, une sensation. Et sans le savoir, ils viennent d'ouvrir la porte à tout l'art moderne. Aujourd'hui, vous le savez, les tableaux impressionnistes sont parmi les plus chers de l'histoire. Et le musée d'Orsay, par exemple, il accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs. C'est notre musée préféré. Mais le plus important, ce n'est pas seulement l'impressionnisme, c'est surtout ce qui arrive après. À partir de là, la peinture française, elle devient un laboratoire mondial. Cézanne déconstruit la forme, Matisse, lui, il va libérer la couleur, Picasso, oui, espagnol, mais comme tout le monde à l'époque installé à Paris, il invente le cubisme, et entre 1900 et 1930, Paris, c'est un aimant. Il y a des Russes, des Américains, des Italiens, des Japonais, tout le monde qui converge à Paris. À cette époque, être artiste sans être passé par Paris, c'est comme vouloir percer dans la musique sans jamais avoir mis les pieds à Londres ou à New York. Paris, c'est la scène centrale. Et cette influence ne s'est jamais arrêtée. Encore aujourd'hui, la peinture française du 19e et du début du 20e, elle continue de nourrir la culture pop mondiale. Un exemple très clair, Miyazaki. Miyazaki cite régulièrement Monet et les paysages impressionnistes comme référence majeure pour ses décors. Que ce soit la lumière, les ciels, les herbes en mouvement, le rapport à la nature, le voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro par exemple doivent énormément à cette sensibilité française. Tim Burton, il cite régulièrement Gustave Doré par exemple comme influence majeure pour sa poésie macabre notamment. La dark fantasy moderne de Burton, elle doit énormément à un imaginaire français du 19e du coup. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la France, elle n'a pas seulement produit des grands peintres, elle a inventé une nouvelle façon de regarder le monde. Encore une fois, elle a inventé des auteurs. Une peinture moins démonstrative, plus sensible au pouvoir de l'évocation, et quand on regarde bien, cette manière française de voir, on la retrouve aujourd'hui dans le cinéma, l'animation, le jeu vidéo, la bande dessinée et la photographie. En gros, à partir de l'impressionnisme, la France a fait éclater le concept de peinture et a impacté la grammaire picturale chez tous les artistes du monde. C'est un langage visuel incontournable. Le jeu vidéo. Je l'avoue, je suis pas un spécialiste du jeu vidéo, mais je connais suffisamment la scène pour dire que dans ce domaine aussi, en fait, on est assez costaud. Les non-gamers, quand on leur parle de jeux vidéo, ils pensent souvent au Japon, aux États-Unis, voire à la Corée. Et pourtant, la France est aujourd'hui l'un des pays les plus importants du jeu vidéo mondial. Pas en mode outsider sympa, non, en mode acteur central. Petit chiffre, la France fait partie du top 5 mondial des pays producteurs de jeux vidéo. Et surtout, c'est le premier pays d'Europe en nombre de studios et de talents exportés. Le symbole le plus évident, c'est Ubisoft, une entreprise française devenue un géant mondial avec des dizaines de studios sur tous les continents et des franchises connues absolument partout. Assassin's Creed, par exemple, c'est plus de 200 millions de jeux vendus. C'est une série qui a littéralement redéfini le jeu d'aventure historique. Mais réduire le jeu vidéo français à Ubisoft, c'est une erreur. Ce qui fait la force de la France, c'est vraiment son écosystème ultra varié. Prenez A Plague Tale, Innocence, c'est un jeu narratif, sombre, intimiste, produit par un studio français qui s'impose à l'international grâce à son écriture, son ambiance, son émotion. Autre exemple, Life is Strange, un jeu développé par un studio français qui raconte l'adolescence, le temps qui passe, les choix moraux, succès mondial, communauté ultra engagée, il y a une adaptation en cours je crois, et surtout la preuve que la France sait faire du jeu narratif émotionnel, là où beaucoup misent uniquement sur l'action. Et puis, évidemment, il y a la scène indé, et là aussi, la France est extrêmement respectée. S'il fallait un symbole du jeu vidéo français aujourd'hui, ce serait clairement Clair-Obscur, Expédition 33, développé par Sandfall Interactive. Dès sa première présentation, le jeu fait le tour du monde. Tout le monde m'envoie des mails, des messages pour me parler de ce jeu-là. Pourquoi ? En fait, il propose quelque chose de rare. Un RPG ambitieux, élégant, narratif, et surtout une direction artistique à la française, inspirée de la peinture, du symbolisme et du romantisme noir. Quelques jours après son annonce,
Clair-Obscur devient l'un des jeux les plus wishlistés sur Steam, ultra relayé par la presse internationale et les créateurs de contenu. Un studio français inconnu du grand public qui se retrouve soudainement comparé au plus grand RPG japonais. Si on devait résumer ce qui rend le jeu vidéo français unique, en fait c'est ce mélange si singulier d'une culture artistique forte, comme on l'a dit, de son cinéma, de sa BD, de l'animation, un goût pour la mise en scène et la narration, et une capacité à produire aussi bien des blockbusters mondiaux que des œuvres très personnelles et intimistes. Encore une fois, bravo la France. La mode et la haute couture. Parler de mode française, c'est presque trop évident. Et pourtant, là aussi, on pouvait pas faire l'impasse. Parce que la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui, les créateurs, les défilés, les maisons, les salons, l'image, la haute couture, le luxe, c'est une invention française. Et des évolutions françaises. Tout a commencé grosso modo au XVIIe, où on commence à utiliser l'habit comme un vrai outil politique. Donc on accorde déjà de l'importance, un peu plus qu'ailleurs, à l'habit, aux vêtements, et surtout, on va engendrer des savoir-faire et des artisans très très réputés. Et ça va pas s'arrêter là. Au 19e, on a un Anglais qui, comme tout le monde, vient à Paris. Il s'appelle Worth. Et avec Worth, on a la naissance de la mode comme on la connaît maintenant. Vous allez encore dire que c'est la même chose, mais Worth, il se révèle comme auteur. Il a un style et il s'impose avec. C'est-à-dire qu'il impose à ses clientes de porter son style. Avec Worth, la couture devient un langage artistique. La France, elle invente donc l'auteur en mode et aussi la haute couture. C'est-à-dire que même maintenant, pour être labellisé haute couture, il faut répondre à tout un tas d'exigences, hyper compliquées d'ailleurs, je crois, dont celle d'avoir ses ateliers à Paris, mais aussi d'avoir une activité artisanale française. Puis bon, l'idée ici, c'est pas de faire un cours d'histoire de la mode, mais il y a certains créateurs qui, pour moi, et pour tous, je pense, ont redéfini l'esthétique, mais aussi les conditions de vie des femmes, mais aussi des hommes. C'est le cas par exemple de Poiret, que j'adore, qui délaisse le corset pour le soutien-gorge. Paul Poiret qui nous a fait passer de ça à ça en 10 ans, quoi. Les créateurs, ils commencent à bosser avec des artistes aussi, à cette époque-là, qui vont relever d'autres disciplines. Par exemple, Schiaparelli, elle collabore avec les plus grands artistes et artisans d'art du moment. Elle va collaborer avec Cocteau, avec Dali. Poiret, lui, il bossait pas mal avec Dufy. Donc voilà, la mode, elle devient un vrai langage. Elle bouleverse les codes, surtout dans les années 10 et 20, années que je préfère. Et surtout, ils comprennent un truc avant tout le monde dans ces années-là. Un créateur ne vend pas seulement des vêtements. Il vend une vision, un style de vie, une image. Une anecdote incroyable, Paul Poiret, c'est l'un des premiers à organiser des véritables événements de mode, avec de la musique, des décors, des invitations choisies, faits par ailleurs par des artistes très connus du moment. C'est la fameuse 1002e nuit. Autrement dit, le défilé moderne, c'est lui. Et Schiaparelli, par exemple, elle invente le sportswear en 1930. Ton jogging, ça fait 100 ans. Et après cette période-là, ça va s'enchaîner. Donc Coco Chanel, qui était contemporaine de Schiaparelli, impose une élégance radicalement nouvelle, donc quelque chose de simple, de fonctionnel, de libéré. Puis après, on a Christian Dior, qui lui signe le retour des courbes, il invente le new look après-guerre. Il redonne au monde une idée du luxe, du rêve, de la reconstruction par l'image, un truc classe et clairement importable, mais sobre et digne du chic parisien. Et puis à partir de là, Paris, elle va devenir la capitale de la mode. C'est pas une capitale parmi d'autres, c'est la capitale. Par exemple, aujourd'hui encore, on a plus de 70% donc, des plus grandes maisons de luxe mondiales à Paris, puisque c'est une des conditions pour être labellisé haute couture. Les groupes qui dominent le secteur, LVMH, Kering et Hermès, sont français. À eux seuls, ils représentent des centaines de milliards d'euros et dictent le rythme du luxe mondial. La Paris Fashion Week, c'est vraiment celle qui est considérée comme la plus influente du monde. C'est à Paris que les tendances, elles se valident ou qu'elles meurent. Alors, pourquoi cette domination? Elle dure parce que la France n'a jamais considéré la mode comme un simple produit. La mode, c'est un art appliqué, au même niveau que l'architecture, le cinéma ou la peinture. C'est ce qu'on voit avec Mugler. Mugler, il arrive avec des shows incroyables où on a des espèces de personnages de science-fiction qui débarquent et qui font des trucs incroyables. Mugler est incroyable. Donc on a aussi toujours des artisans qui sont très très doués, qui cultivent un savoir-faire de très longue date et qui savent aussi innover. Donc pour citer d'autres exemples que Mugler, on a des créateurs comme Yves Saint Laurent qui vont eux brouiller les frontières entre art et vêtements. Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient injecter de la culture populaire, du punk, du genre
dans la haute couture, et c'est Alexander McQueen, certes britannique mais consacré à Paris, qui dira lui-même que la mode ne devient sérieuse que lorsqu'elle passe par la France. Aujourd'hui, même dans la pop culture, la domination française, elle est partout. Que ce soit dans les clips, dans les tapis rouges, dans le cinéma, dans la musique, la grammaire visuelle du luxe, elle est française. Quand Hollywood veut du chic, du mystère ou du désir, il regarde Paris. En 8e, la littérature. Bah ouais, encore une fois, c'est trop facile. Que dire d'autre, hormis le fait qu'on domine entièrement le game, c'est comme ça, j'y peux rien. Parler de littérature française, c'est presque tricher, en fait. Parce que pendant des siècles, la France n'a pas simplement produit de grands écrivains, elle a littéralement structuré la manière dont on écrit, pense et raconte des histoires. Alors évidemment, c'est impossible de résumer l'histoire de la littérature française, mais on va aborder ça sous un angle particulier. Le fait qu'elle ait inventé le roman, en tout cas tel qu'on le pense actuellement. Alors, dès le Moyen-Âge, avec des récits fondateurs, les chansons de geste, les romans courtois, la narration, devient un espace où se fabriquent les mythes, le héros, les valeurs. Très tôt déjà, la littérature française, avec par exemple le roman de Renard, va inclure de la critique sociale, de l'ironie, et la littérature française devient très vite un outil d'observation sociale. Et très vite, la France va inventer un truc qui va changer la donne. On peut dire en résumé que ça commence avec Montaigne, qui introduit une petite révolution. C'est le jeu introspectif, ou l'individu, le jeu introspectif. C'est le moment où l'individu devient le sujet central, et ça, c'est une étape décisive vers le roman moderne. Car ce que la France invente progressivement, c'est une idée très précise du roman, à savoir un espace de liberté narrative où on explore la complexité humaine avec du temps long, des contradictions, avec un regard sur soi et sur le monde. C'est cette conception-là qui s'imposera ensuite, mondialement, quand le roman devient, au siècle suivant, le genre dominant de la littérature internationale, il hérite directement de cette tradition française, à savoir raconter des vies plutôt que des mythes, des individus plutôt que des légendes. Alors, au XVIIIe siècle, bien sûr, c'est l'explosion, avec des écrivains que le monde entier cite encore aujourd'hui, dès qu'il faut définir notre pensée humaine actuelle, avec Voltaire, Rousseau, Montesquieu, vous les connaissez, et oui, ces écrivains, ils influencent des révolutions, des constitutions et toutes nos idées modernes. Mais c'est vrai que quand on parle de littérature française, le monde entier pense surtout aux auteurs du 19e. Et là, c'est simple, le roman moderne se construit en France. Difficile de ne pas citer Balzac, la littérature devient avec lui un outil d'observation très précis de la société. La comédie humaine, c'est une folie absolue. C'est des centaines de personnages. C'est une fresque sociale. C'est une série Netflix avec 45 saisons. C'est une ambition, en fait, cinématographique avant même le cinéma. Il y a évidemment Hugo, Flaubert, Zola. Et là, le roman français explore tout. La misère, la morale, le pouvoir, l'histoire, la folie, le réel brut. Les Misérables, par exemple, devient l'un des livres les plus traduits et adaptés au monde. Madame Bovary pose les bases du roman psychologique moderne. Et encore aujourd'hui, Balzac, Hugo et Flaubert sont étudiés dans les universités du monde entier. Et au XXe siècle, la France, elle continue. Elle change de terrain, elle devient le pays qui expérimente la forme avec Camus, avec Sartre. La littérature française continue d'interroger l'absurde, la liberté, la responsabilité, l'humain. Puis viennent le nouveau roman, les écritures fragmentées, introspectives, conceptuelles. Ça aussi, ça vient de la France avec Duras, avec Sagan. Et aujourd'hui, la littérature française, elle n'a pas disparu. Il y a encore des auteurs français traduits partout, qui remportent des prix internationaux et surtout qui continuent d'imposer un certain modèle. Des romans centrés sur les personnages, la psychologie, le style, le regard sur le monde. Pour vous dire, la France, c'est l'un des pays qui publie le plus de livres par an au monde, et l'un de ceux dont les œuvres sont les plus traduites juste derrière l'anglais. Alors pourquoi cette domination ? En fait, parce que la France n'a jamais considéré la littérature comme un simple marché. Ici, écrire, c'est penser, observer, questionner, c'est souvent même s'engager. C'est une question de vie ou de mort, la littérature en France. En résumé, si aujourd'hui le roman est un espace de liberté, de profondeur, de complexité, c'est en grande partie parce que la France, pendant des siècles, on a fait un art central. On va dire que l'art français, il est à notre image, il est impétueux, libre, riche, diversifié. Pour résumer, on peut dire que la France, elle est pas parfaite. Mais parfois, oui, quand on vit dans un pays, c'est difficile de se rendre compte de ses qualités. Et faire un petit pas de côté, ça peut aider. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On espère
de tout cœur que ça vous a donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir tout un tel ou tel pan de notre culture. Un grand merci à notre partenaire Miss Numérique. N'oubliez pas qu'avec le code LETURC, vous pouvez aider la chaîne à se développer. C'était l'usine à merveille, les créateurs qui parlent aux créateurs. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir. Salut.